Logement social, les enjeux. Après des négociations difficiles, la COP27 a pris fin le 20 novembre 2022. Elle s'est concentrée durant plus de 12 jours sur l'adaptation au changement climatique et sur la justice climatique. L'un de ses enjeux clés portait sur la réduction des gaz à effet de serre. Les négociations ont abouti à un accord peu ambitieux, mais qui préserve néanmoins l'essentiel. Il appelle à une réduction rapide des émissions et réaffirme l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. À l'été 2022, la France a fait le choix de renforcer ses engagements afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 avec la loi Climat et Résilience qui fait de la lutte contre les passoires thermiques un axe prioritaire. Pour rappel, le secteur du logement est responsable chaque année de 123 millions de tonnes de CO2 et représente 44% de l'énergie française consommée. Enfin, selon l'étude de Landcol sortie en juin 2022, bien que le rythme des rénovations thermiques dans le parc HLM s'accélère et a même été multiplié par 2, il reste urgent de passer à la vitesse supérieure pour atteindre la neutralité en 2050. Nous recevons aujourd'hui Jean-Noël Frexinos, directeur général de Grand Lyon Habitat et membre du conseil d'administration de Laura HLM, pour parler des enjeux de la réhabilitation du parc existant et de la démarche massification des réhabilitations en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci Jean-Noël Frexinos d'avoir accepté de participer à ce premier podcast. Une première question, donc nous l'avons compris, il faut absolument diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de manière rapide. Quels sont les leviers des bailleurs sociaux pour y parvenir ? J'identifie 3 leviers principaux. Le premier, il concerne la production neuve, pour laquelle nous savons qu'elle est grande consommatrice potentielle de gaz à effet de serre. Et donc, sur ce champ-là, nous avons à mobiliser les leviers dont nous disposons. C'est d'abord le développement de notre parc en utilisant des techniques qui consomment essentiellement des matériaux bas carbone, des matériaux et des équipements qui sont peu émetteurs de gaz à effet de serre. Donc c'est à la fois la nature et la quantité des matériaux, et de ce point de vue-là, nous devons développer une approche performantielle. Nous avons à Lyon et sur la métropole un guide à l'action qui s'appelle le référentiel de l'habitat durable du Grand Lyon et qui nous donne des repères quant aux bonnes pratiques à développer. Sur la production neuve, nous avons aussi évidemment d'ores et déjà à nous caler dans les paramètres qui vont s'imposer à nous dans le cadre des dispositifs de zéro artificialisation nette, puisque l'objectif, c'est d'éviter l'éparpillement urbain et de mobiliser nos fonciers pour mieux les utiliser et construire la ville de demain, à la fois en mobilisant la densification nécessaire, mais aussi les surélévations et la désartificialisation de nos patrimoines, dont on sait qu'ils sont, par certains aspects, grands consommateurs du sol et du foncier. Évidemment, ce que nous avons à faire là-dessus, c'est très en lien avec les mobilités, d'où l'intérêt de caler nos productions sur les politiques de mobilité des territoires sur lesquels nous agissons. Évidemment, dans la production neuve, et ça a de commun avec la réhabilitation, nous devons aussi mobiliser les questions de réemploi des matériaux. Et donc sur le deuxième grand levier, c'est bien sur notre patrimoine, sur l'ancien. À la fois, nous avons à développer et massifier nos réhabilitations énergétiques, puisque même si le parc public, le parc social est plus performant que le parc privé, nous avons encore à passer la démultiplier sur les réhabilitations en les accélérant, en les massifiant, notamment sur la partie énergétique. Il nous faut aussi, sur le patrimoine ancien, développer, améliorer le pilotage des équipements, notamment de chauffage. Là, c'est toute la thématique des objets connectés qui nous permet de garantir l'efficience de nos systèmes. Et puis, parler d'un troisième levier, il est important, à mes yeux, c'est aussi l'accompagnement des habitants, des locataires sur les éco-gestes, sur les bons gestes, sur les gestes peu générateurs de gaz à effet de serre, notamment en matière de chauffage, de température dans les logements, mais aussi de bons comportements, on va dire, sans être tout à fait normatif, de bons comportements dans l'utilisation de nos logements. J'évoquais en préambule la dernière étude de Landcol. Celle-ci souligne que les principaux freins à la rénovation thermique du parc social sont liés à des problématiques financières, des difficultés d'ordre technique ou encore la formation de la filière.
Vous avez parlé de la massification. Pouvez-vous nous dire justement en quoi la démarche massification de Laura HLM peut lever ces freins? Bah, je crois que le premier frein qui est soulevé, c'est le frein financier. Et c'est vrai que aujourd'hui, les bailleurs, pour une bonne part, sont encore dans une logique d'expérimentation, de cas par cas, de coûts ponctuels. Et donc forcément, cette logique-là, elle est onéreuse. On le mesure bien en permanence. Donc il nous faut nous orienter vers une logique d'industrialisation de la réhabilitation avec des effets de masse qui doivent nous permettre d'atteindre des niveaux de prix du coût de la réhabilitation qui nous permettra d'en faire plus pour les mêmes montants. Alors c'est pas évident dans la période qu'on traverse, puisqu'on voit tout enchérir, mais quelque part ça renforce encore cette logique de massification pour atteindre des coûts performants. L'autre élément dans les conditions de réussite, je crois qu'effectivement, l'ONCOLS le pointe bien, c'est aussi la maturité des filières du bâtiment que nous avons en face de nous. Et donc, à nous de bien identifier les objets massifiables, tout ne le sera pas, on y reviendra sans doute un peu après, mais il y a un certain nombre d'objets de commandes que les bailleurs effectuent qui sont massifiables. Et une fois qu'on a identifié ces objets-là, c'est de donner de la visibilité à ces potentielles commandes massives pour que les acteurs en face de nous s'organisent, que ce soit les grands groupes, mais que ce soit aussi les acteurs locaux, puisque nous sommes des grands donneurs d'ordre pour un certain nombre d'entreprises locales, de PME dans les territoires. Et puis, une fois qu'on aura donné cette visibilité, il nous faut aussi accompagner les filières locales à se structurer, justement par ce dialogue que nous devons entretenir avec eux. Par exemple, je pense à un sujet particulier, puisque Grand Lyon Habitat a tenté quelque chose autour d'une réhabilitation énergétique, et on voit bien que en utilisant des systèmes ossature bois, et on voit bien qu'en face de nous, on a une filière bois locale qui a une capacité de réponse, mais une capacité de réponse qui peut être par certains aspects limitée. Donc il faut nous leur donner les informations, nous les aider à se structurer pour qu'ils arrivent à répondre à des enjeux beaucoup plus massifs que les 2 bâtiments que nous avons mis dans cette expérimentation. Dans le cadre de cette démarche massification, les bailleurs se dirigent désormais vers une centrale d'achat à l'échelle régionale et plus globalement pour acheter collectivement de l'énergie, des prestations intellectuelles ou encore des AMO. Selon vous, quel avenir a ce type de process et comment imaginez-vous l'impact et la mutation de la filière avec ces nouveaux outils? Alors l'avenir de ce type de process, je pense qu'il est évident, il est devant nous, je le disais un peu auparavant, à nous encore une fois, de choisir les bons sujets qui vont concilier l'efficacité, la performance technique et économique de nos achats, et cette vocation que nous avons aussi à mobiliser des filières locales notamment. Donc les bons sujets, il y en a certains qui sont évidents, qui sont devant nous, c'est la question de l'énergie en ce moment. On a sans doute un grand intérêt à mutualiser nos achats sur la question de l'énergie. Et je décline puisque nous sommes sollicités fortement, et notamment dans le cadre des récentes dispositions législatives sur la question du développement du solaire. On sait qu'il va y avoir probablement des extensions des périmètres d'autoconsommation, donc nous avons intérêt à avoir des logiques un peu plus collectives que ce dont nous avons l'habitude. C'est vrai aussi sur l'achat de réhabilitation, de grosses réhabilitations, mais ça peut aussi aller sur finalement des petites prestations de maintenance thématique quand on fait de l'étanchéité sur les toitures. Est-ce que c'est si absurde que ça de se dire qu'on s'y met à plusieurs pour passer des commandes? Et ça l'est encore plus quand on est sur des prestations intellectuelles, sur des prestations de diagnostic ou voire même de fournitures informatiques. Donc ça, c'est le premier point, c'est de choisir les bons sujets. Et puis ensuite, je dirais que on est déjà un bon niveau de partage en interbailleurs au sein d'ABC, à l'échelle de l'interbailleur sur le Rhône et sur la métropole de Lyon, et encore plus au niveau de l'Ora. On est déjà un bon niveau de partage interbailleur. Moi, je le mesure au sein d'ABC, où les commissions patrimoine et production nouvelle fonctionnent bien. On s'est donné des objectifs
de partage d'informations. On a aussi déjà des expériences communes sur ce territoire, notamment avec les marchés dédiés à la tranquillité. Mais je crois que ce qui est devant nous, c'est de franchir d'écran en termes d'ouverture. C'est vrai que jusque-là, il y avait un certain nombre de choses qui relevaient des secrets de fabrication de chacun. Et ben, il va falloir ouvrir les livres de cuisine et se dire que on va ouvrir nos cahiers des charges, on doit ajuster nos programmations, on doit ajuster donc un peu nos stratégies de réhabilitation notamment, mais aussi de développement, et puis mettre en commun des programmes. Je crois que les collègues, nos collaborateurs en charge de ces questions-là sont tout prêts à le faire. Il faut que, au niveau des directions générales, nous impulsions cette dynamique et nous montrions que il y a un intérêt à mettre en commun. Alors c'est compliqué, hein, parce que je le disais, il faut ouvrir les programmes, il faut ouvrir les livres de cuisine, il faut aussi ajuster des calendriers, et parfois on peut avoir des éléments de décalage dans l'ordonnancement, par exemple des réhabilitations, parce que nous avons des calendriers qui sont contraints par des engagements contractuels avec l'ANRU par ici, avec les collectivités d'autre part, donc mais quelque part, ça va être ça le cran que nous allons devoir franchir, c'est sans doute de plus partager, de plus concevoir ensemble, mais je crois que c'est très possible, et je pense qu'il y a une appétence pour le faire, et de toute manière une obligation si nous voulons tenir les engagements et les obligations qui nous sont imposées, notamment en termes de date butoir sur la qualité énergétique du patrimoine. Merci Jean-Noël Frixinos de nous avoir éclairé sur les enjeux de la réhabilitation et de la démarche massification. Vous pouvez désormais retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube Aura HLM.